Je pense que c'est bon. Donc c'est une première ce soir. Donc évidemment, moi j'ai jamais fait de scène ou quoi que ce soit, donc je vous propose en fait une réflexion sur la richesse. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc vous voyez, l'équipe technique est présente. Et autrement, donc ça va être 30 minutes. Prêtez attention à ce que je vais dire, mais bien sûr que le but c'est que ce soit assez léger, quoi. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence consacrée à la richesse. Donc, pour envisager le thème de la richesse, nous allons accueillir 3 invités ce soir. Donc, il y aura Monsieur Moser qui nous vient de Suisse, Monsieur Saint-Pierre qui nous vient du Canada et Monsieur Mfoudi qui nous vient du Cameroun. Alors, j'avais une conclusion, mais je vais peut-être commencer par la conclusion directement. D'après vous, en ce qui concerne la richesse, je vais vous faire un exercice d'imagination. D'après vous, qui est le plus riche entre le roi Louis XIV au XVIIIe siècle et un ouvrier du XXIe siècle en France? D'après vous, qui est le plus riche? Le roi de France. D'autres réponses? L'ouvrier. Le roi, il était endetté. Le roi? Moi. Vous-même. Ah, c'est possible, c'est possible. L'ouvrier, il y a différentes réponses qui sont possibles. Il est vrai que le roi Louis XIV, on pourrait arguer que c'est lui qui dirigeait un pays, il pouvait commander l'armée, chaque ordre qu'il leur donnait devait être exécuté. Donc on peut se dire pourquoi pas le roi serait le plus riche finalement. S'il avait besoin d'aller à Marseille, il n'avait qu'à donner l'ordre et on apprêtait pour lui une calèche, une voiture à chevaux. Ça n'a peut-être pas changé effectivement sur la capacité d'ordonnance. En tout cas, le roi Louis XIV avait cette capacité d'aller n'importe où il voulait dans son royaume. C'était son royaume et il était très étendu. D'un autre côté, on pourrait dire que c'était l'ouvrier. Pourquoi? Parce que l'ouvrier, c'est vrai qu'il ne dispose pas d'une armée, il ne dispose pas d'un royaume. Mais s'il veut aller à Marseille, il n'a pas besoin d'apprêter une calèche pour faire le voyage en plusieurs jours. Finalement, il n'aura qu'à prendre le train et en 3 heures, il arrive à Marseille. Il n'aura pas besoin de transporter tout un tas de valises, il aura simplement besoin d'utiliser sa carte bancaire et il pourrait s'acheter à peu près tout ce qu'il veut. Alors, disons que, à quoi sert la richesse? C'est effectivement le thème de ce soir. C'est un exercice de pensée et j'aime à croire que la richesse est relative. Le roi Louis XIV était le plus riche en son temps. Mais 2 siècles après, l'ouvrier a acquis un mode de vie qui lui permet de bénéficier de tout un tas d'infrastructures qui lui donnent des capacités supérieures au roi Louis XIV à son époque. Mais bien sûr, l'ouvrier actuel au XXIe siècle, il n'est pas plus riche que le président actuel ou que Madame Sheila ici présente, par exemple. Parce que l'ouvrier... Nous ne sommes pas assez proches pour que je puisse me permettre cette familiarité. Ça marche, merci. C'est ma maman derrière qui vous parle, vous autorise. En tout cas, l'ouvrier est dans un contexte du XXIe siècle et il dispose de toutes ces infrastructures, mais comme tout le monde. Et il n'est pas le plus riche de sa société, il y a d'autres personnes qui sont évidemment plus riches, mais elles ont en commun d'être tous au XXIe siècle, et non pas au XVIIIe siècle comme le roi. Alors la richesse, on va maintenant aborder cette notion. Qu'est-ce qui fait la richesse? Est-ce que c'est la capacité de se déplacer où on veut, quand on veut, ou est-ce que c'est autre chose? Partons déjà d'un principe, c'est que la richesse ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, certains diraient beaucoup, effectivement. Donc la richesse permet en fait de se mettre à l'abri de beaucoup de fléaux. Repensez à la pyramide de Maslow. Vous vous rappelez de cette pyramide qui parle des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins d'affection, de liens sociaux, des besoins d'estime de soi et d'accomplissement de soi au sommet. La richesse permet au moins d'accomplir la plupart de ces besoins. Mais on peut considérer que la richesse financière, ce dont on parle actuellement, peut conduire à se tromper.
Donc les indicateurs sont parfois trompeurs. Prenons l'exemple du PIB. Alors j'aurais bien sûr une anecdote à vous raconter qui est tirée de la Bible, mais peut-être que je vais vous la garder pour la fin, ou pas, ça dépendra. Mais d'abord faisons honneur à... En guise d'introduction simplement, j'aimerais rappeler, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement FIRE, qui est Financial Independence, Retire Only. Certains d'entre vous sont connaisseurs de ce mouvement. Le principe est simple. Il s'agit de travailler très fort sur les premières années de sa vie, par exemple 10 ans jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, on prend sa retraite et on bénéficie d'une vie confortable sans travailler. Et la plupart du temps dans un pays qui nous permet de vivre confortablement, avec l'argent qu'on a économisé 10 ans auparavant. Certaines personnes font ça, c'est vrai. Merci pour votre contribution aux exemples personnels que vous connaissez. Et bien, cette méthode peut poser un problème, c'est que la personne, finalement, elle doit quand même fournir une force de travail importante au début de sa vie, elle doit sacrifier une partie de son temps à faire un travail qui ne l'épanouit a priori pas, puisque son but est de prendre la retraite. Il doit y avoir autre chose que la richesse financière qui puisse caractériser une vie riche. Alors qu'est-ce qu'une vie riche ? On va d'abord accueillir notre premier invité qui est Monsieur Moser. Monsieur Moser, vous venez de Berne, en Suisse, et vous voulez ajouter quelque chose à la composante de la richesse, autre que financière, n'est-ce pas ? Alors je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci pour votre invitation. Tu croyais qu'il allait arriver, toi? Désolé, j'ai pas beaucoup de budget, je fais avec les moyens du bord. Alors bien sûr. Je suis désolée, franchement, quand j'avais trop bien présenté, moi j'ai regardé là. Il n'y aura pas d'invité surprise ce soir, désolé. Pour les trois, elle va faire pareil. Alors tout d'abord, en propos liminaire, je voudrais rappeler que l'argent accentue notre potentiel. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aime beaucoup voyager, eh bien, s'il a de l'argent, il va voyager un peu plus loin ou un peu plus longtemps. Si quelqu'un adore le travail, il aime son travail, avec de l'argent, il va pouvoir acquérir plus de sociétés et donc avoir plus de responsabilités. L'argent accentue notre potentiel, mais en fonction de ce qu'on y met, on peut accéder à des stades différents de bonheur. Je voudrais ajouter quelque chose. Le présentateur a parlé des pères du mouvement On Fire. Alors, ça veut dire que des gens sacrifient leur temps pour pouvoir obtenir de l'argent. Voyez-vous, le temps libre, pour moi, est une composante essentielle de la qualité de vie. Alors tout d'abord, pour avoir un bon capital, il faut rendre service. D'après moi, tout passe par quel service vous rendez à la société. Moi, par exemple, j'ai développé mon activité en rendant un service essentiel qui est le service de la banque. Mon point de vue, c'était de mettre une commission à chaque retrait d'argent. Il y aura toujours des touristes, il y aura toujours des gens qui auront besoin de retirer de l'argent. Et en me plaçant sur ce secteur, eh bien, je récupère de l'argent et j'en aurai toujours. C'est bien ça l'intérêt. Alors, j'ai une tendance à ça, désolé. Alors, il y a bien sûr le service, il y a aussi la montre. Tout le monde a besoin de savoir l'heure. On peut se positionner sur ce secteur. Et quand je vois le fait de travailler comme ça, toute la différence se trouve dans la capacité à être propriétaire. Si vous travaillez dans le secteur des montres ou des banques, il faut pouvoir devenir propriétaire du capital. Autrement, vous allez perdre votre temps à gagner de l'argent. Alors, je vais vous montrer un exemple de propriété qui permet d'économiser à la fois du temps et de l'argent. Prenez l'exemple des rentiers. Vous pouvez être rentier de différentes manières. Vous avez des loyers qui tombent, des dividendes au propos d'actifs qui vous donnent des revenus, ou vous pouvez percevoir des droits d'auteur. Par exemple, si vous êtes écrivain et vous écrivez un livre de Noël, à chaque année, les gens vont acheter votre livre de Noël sans que vous ayez besoin de l'écrire.
et vous êtes rentier à ce niveau-là. Vous percevez des revenus. Mais j'observe aussi que chez vous, en France, vous avez un autre type de rentier qui sont les allocataires sociaux. Alors, je vais m'expliquer. Finalement, le rentier, il ne fournit pas de travail, mais il perçoit un revenu. Eh bien, chez vous, vous avez cette possibilité de prendre des allocations sociales. Le principe, c'est que quelqu'un qui n'a pas de travail, il doit pouvoir contribuer à l'économie générale, il doit pouvoir acheter. Donc on lui offre des prestations sociales qui lui permettent de se réinsérer dans la vie économique. Mais ce faisant, sans contribuer à la société, il perçoit un revenu, de la même manière qu'un rentier. La différence entre les deux, c'est que le rentier doit payer des impôts sur les biens qu'il possède, il doit payer de la TVA, il doit payer toutes choses de prélèvement, tandis que l'allocataire social, lui, ne contribue pas par l'impôt. Vous, les Français, vous vivez dans un paradis. Alors merci monsieur, je vais vous arrêter là. Merci, pour nous c'est très clair que vous apportez l'idée que le temps fait partie de la richesse aussi bien que l'argent. Donc il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi le temps qui est à disposition qu'on peut bénéficier pour avoir une vie riche. Comme l'heure tourne et on me signale que la salle doit être libérée prochainement, on va laisser la parole à... Ah oui, tout à fait. Le budget n'est pas à la hauteur de l'espérance de l'exercice. Alors, Monsieur Saint-Pierre, vous venez de Québec, au Canada. Merci de faire le déplacement pour venir nous en parler. Ça. Préparez-vous à l'arrivée de Monsieur Saint-Pierre. J'ai dit, ça passe les choses chez ZS que je suis pas au courant. Je vous dis que c'est pas ça tous les jours. Alors, messieurs, dames, je vous remercie. Comment? Invité, c'est le Canada. Ah oui, c'est le Canada qui est invité. Oui, je viens de Québec. Aussi, hein. Vous avez du Québec. Votre accent, Québec. Ah, le Québec, oui. Montréal, le Québec, tout ça, c'est des choses vraiment impressionnantes. Vraiment impressionnantes. Alors, messieurs, dames, simplement, votre calme, j'aimerais rajouter quelque chose qui va compléter la notion de richesse. Là. Ah, c'est vraiment important, si vous voulez bien écouter. Là. Non, je vais vous dire. Là, on joue quelque chose d'important parce que je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord avec M. Moser qui s'est exprimé précédemment. Là. La richesse. Mais c'est vous, madame, qui avez un accent. Vous avez l'accent parisien, je trouve. C'est pas du tout le même. C'est pas le même, madame. Oh non, mais c'est pas possible. Vous sortez d'où, vous? Vous sortez d'où? C'est la première fois qu'on me demande ça et je le prends comme un compliment. Ah bah, merci, oui. Sheila, vraiment, j'apprécie. J'apprécie. Ça fait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Parce qu'en travaillant avec lui, je fais que pleurer. Alors, c'est l'occasion. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Moser. Mais je vais m'expliquer, je vais dire pourquoi je pense que c'est différent, là, cette histoire. Alors, je ne vais pas ajouter des choses à ce qui a été déjà dit, là. Je voudrais rajouter que dans la richesse, il y a aussi les histoires de liens humains, d'appartenance à un groupe social, que ça fait partie de la richesse. Je vous donne un exemple. Je me suis renseigné pour bien cerner ce qu'était la richesse. Je me suis dit, je vais chercher l'inverse, là. Je me suis renseigné sur la pauvreté, sur ce que ça voulait dire par ça. Et il faut dire que la pauvreté, c'est pas que la pauvreté financière ou de la... En fait, c'est toute une spirale qui descend, là, et vous pouvez entrer dans la pauvreté culturelle, la pauvreté du niveau d'instruction avec des diplômes, et le logement insalubre, là, la distance domicile-travail qui est élevée. Tout ça, ça contribue à la pauvreté, je dois dire, là.
Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, je le suis, franchement. Ah, je suis ravi que ce soit clair, parce que ça permet de comprendre de manière convexe de ce qu'est la richesse, là. Et donc, les personnes qui bénéficient des prestations sociales, ce n'est pas que de la richesse qu'on leur donne, il y a aussi le fait qu'ils sont peut-être dans une pauvreté multifactorielle, culturelle, niveau d'instruction et d'appartenance. Il y a aussi l'isolement qui est à prendre en compte, c'est bien vrai. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui est riche sur le plan financier, qui est riche sur le plan du temps, mais qui peut-être est pauvre sur le plan de l'appartenance au groupe social. C'est mon point là que je vous dis. Michel Houellebecq, pour prendre quelqu'un de chez vous en France, c'est de notoriété que c'est un millionnaire, qu'il a du temps pour lui parce que c'est un écrivain, là. Mais qu'en est-il du lien social? Si je pose la question, c'est parce que quelqu'un qui considère que la France, votre beau pays, que c'est un hôtel où on ne fait que d'acheter, tout s'achète, tout s'utilise avec de l'argent, pour moi, il y a comme une pauvreté d'appartenance là, à un groupe. Ils ne se sentent pas entiers dans la communauté, je trouve. Et pour moi, c'est un problème, là. C'est vraiment un problème. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, en Amérique du Nord, on a construit nos villes avec beaucoup de routes, beaucoup de voitures. Et ça ne favorise pas le lien social. Prenez l'exemple de votre fête de la musique. Nous sommes à la veille de cette magnifique fête que vous faites chez vous en France. Et moi, je vais y aller. Hein. Je suis ici en voyage dans votre magnifique pays. On va voir beaucoup de musiciens dans la rue, beaucoup de gens qui circulent, là, les piétons et ces gens comme ça. C'est vraiment intéressant. Et ça, on n'a pas en Amérique du Nord. Donc, si on fait comme en Europe, des grandes zones industrielles et qu'on sépare les gens, là, pour moi, on contribue à la pauvreté. Donc, j'aimerais terminer là-dessus. Vraiment, l'appartenance au groupe social, c'est important. Bien, merci pour cette contribution et bien sûr de vous être déplacé directement de Québec pour venir contribuer au colloque. Alors, le temps passe, on va donner la parole à notre troisième invité qui est M. Mfoudi. M. Mfoudi qui a fait donc, sa thèse à Yaoundé et qui a poursuivi à l'université de Nantes en France. Donc il a cette double nationalité. Il est quelle nationalité? Je suis camerounais, madame. Je suis camerounais. Et effectivement, c'est bien Mfoudi, ce n'est pas Mfoudi, effectivement. Alors, j'aimerais rajouter, si vous me le permettez, une composante essentielle de la richesse, qui est autre chose, là. Non, mais je vais commencer. De par ma double culture, je me rends compte que la richesse est relative. Elle est relative. Prenez l'exemple de l'eau potable. En Europe, l'eau potable est gratuite, elle est pour tout, et ce n'est même pas une composante de la richesse. Mais c'est juste quelque chose de basique, c'est élémentaire. Alors que l'eau potable, c'est quand même quelque chose qui est un attribut d'une certaine classe sociale en Afrique. Si vous venez dans certains pays africains, mais l'eau c'est une denrée essentielle. Prenez par exemple le Soudan, le Burkina Faso ou même pas le Cameroun, mais en République démocratique du Congo. Quand vous regardez, l'eau potable est un attribut d'une classe sociale. Chez vous, en France, c'est normal d'avoir un logement. Si vous avez un logement de 9 mètres carrés, qui est le minimum légal, n'est-ce pas? Eh bien, on considère que vous faites partie de la tranche basse. Mais si vous allez au Gabon, ce n'est pas du tout la même chose. Les logements sont surpeuplés, vous avez les grands-parents qui vivent avec les parents, avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas commun. Il n'y a pas de commune mesure. Mais je vous remercie. Je vais vous donner un chiffre pour illustrer mon propos. Le seuil de pauvreté en France est établi à 60% du revenu médian. Ce qui veut dire que si la richesse de la population augmente, mais le seuil de pauvreté augmente. Admettons que vous avez un revenu constant.
Le revenu médian est toujours à 60%. 60% du revenu médian. Mais si le seuil augmente, vous devenez pauvre. Alors que vous n'avez pas perdu d'argent. C'est juste le seuil qui a été élevé. Donc la pauvreté en France n'a rien à voir avec la pauvreté dans certains pays en Afrique. Je pense que la France a un problème à cet égard. Prenez la notion du désir mimétique de René Girard. Je pense que la France a un grand problème à cet égard. C'est toujours on a plus de revendications, toujours on veut plus. Mais jusqu'à quand? Chez nous en Afrique, on a quelque chose que je considère qui apporte la paix sociale, qui est la foi. Il faut pouvoir croire en des valeurs, croire en un idéal. Si vous pensez connaître les inégalités en France, et vous n'y êtes pas du tout, venez dans certains pays africains. Là, vous allez voir l'inégalité comme vous n'en avez jamais vu. Ainsi, vous verrez quelqu'un qui vit dans un logement surpeuplé, avec de l'eau qui n'est insalubre, et vous allez voir des vrais millionnaires. Si vous allez en RDC, vous allez voir des grands manias du béton, ils sont beaucoup plus riches que vous riches. La seule différence, c'est qu'on ne les piste pas par avion pour savoir où est-ce qu'ils vont, comme votre millionnaire local, si je puis me permettre. Alors pour bien comprendre, la foi est importante pour savoir où s'arrêter. Chez nous, en Afrique, malgré ces inégalités, il y a une paix sociale, car chacun a ses croyances qui l'aident dans sa vie, qui lui donnent du sens. Mais chez vous, en France, vous avez perdu cette notion. La chrétienté qui a forgé votre pays, vous avez eu tendance à la perdre, je dois vous redire. Pensez à la Saint-Barthélemy, pensez à d'autres faits religieux où ça a été des remèdes sanglants. Vous avez perdu la foi et vous voulez toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais jusqu'à quand? Vous s'arrêtez. Et c'est pour ça que je vous pose la question, à quel stade est-on heureux? Commençons à prendre conscience de la richesse qui nous entoure et commençons à nous satisfaire de cette richesse sans désirer plus, sans avoir ce désir mimétique de notre voisin. Bien, merci Monsieur Mfoudi pour votre contribution, assez émotive, je dois le dire. Alors, il me revient cette tâche de conclure cette séance. Alors, je vous avais parlé en introduction peut-être de la Bible, d'un épisode de la Bible, parce que l'idée c'est de savoir est-ce que nous avons évolué par rapport à cette époque d'il y a plus de 2000 ans. Est-ce que finalement l'histoire n'est pas cyclique? Est-ce qu'on ne revient pas à chaque fois sur nos pas, mais avec une technologie différente ou avec des mœurs différentes? Je vais simplement vous parler, vous évoquer ce thème de la tour de Babel, donc épisode biblique, qui parle de la construction de cette tour. Alors je vais vous la raconter telle qu'a été racontée par François Host, qui est un chercheur, dans son livre « Traduire, défense et illustration du multilinguisme ». Alors dans son livre, François Host décrit la tour de Babel comme étant une construction établie par tous les peuples du monde qui se réunissent, qui s'entendent, et qui décide de faire un projet pharaonique. Il décide de construire aussi haut que les cieux. Donc il se lance dans ce projet, et au fur et à mesure qu'il commence ce travail titanesque, il développe des outils, des indicateurs qui permettent d'être plus efficaces. Ils ont les plans, ils développent les outils, ils développent les techniques RH qui permettent de construire jour et nuit sans interruption, ils développent une vraie machine, un vrai système qui permet de construire. Donc le système continue à monter, et ces gens qui étaient très attachés à leur terre, ils commencent à être de plus en plus hauts, à perdre de plus en plus les pieds sur terre, à tel point que la communication devient difficile, puisque cette langue unique qui leur permettait de communiquer entre tous les peuples, eh bien, ils vont la laisser progressivement tomber pour se focaliser sur les indicateurs. Les indicateurs dirigent tout. Qu'est-ce que ça mène ? Ça veut dire qu'à la fin, les gens ont perdu leur côté d'humanité, ils ont seulement besoin de technique. Et ça, le Dieu de l'époque ne va pas l'accepter. Et il décide de mettre fin au projet de la tour de Babel. Et pour ce faire, il divise
les langues pour que chacun ne puisse plus communiquer l'un pour l'autre. Ainsi, l'esprit humain ne va pas se focaliser sur la technique et le fait de monter le plus haut possible. Ils vont devoir se concentrer sur essayer de comprendre son prochain. Et ainsi, en focalisant l'attention sur l'autre, l'humanité va revenir au sein de ses peuples. Eh bien, est-ce que nous n'aurions pas, nous, notre propre tour de Babel à travers notre indicateur de PIB et la synchrosainte croissance qui fait que chaque pays est en bonne santé s'ils sont en croissance ou qu'ils sont en mauvaise santé s'ils sont en décroissance et s'ils sont malades en termes de récession, plus ou moins 0%. Eh bien sûr, l'économiste indien Amartya Sen, en 1990, a inventé l'indicateur de l'IDH, qui permet de se concentrer sur autre chose que la simple croissance. C'est très bien au niveau macroéconomique, mais qu'en est-il au niveau microéconomique, ce qui nous concerne nous? Personne ne s'intéresse à l'IDH. Est-ce que vous vous demandez, vous, si votre espérance de vie, si votre niveau d'instruction, si votre... je ne sais plus quel est le troisième indicateur, je crois que c'est le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat par habitant. Est-ce que vous voyez ça pour savoir si vous êtes plus riche que quelqu'un? Non, en fait. Donc, qu'est-ce qui nous permet de savoir si on est vraiment riche? J'entends la liberté. C'est un point intéressant. Je pense que le sujet est ouvert et que je ne vais pas vous apporter de réponse pour aujourd'hui. Pourtant, je vais vous proposer une piste de réflexion que vous pourrez emporter chez vous. Et si la richesse était inclus dans la jeunesse? Et si, dit autrement, si la jeunesse était la richesse la plus précieuse? Je vais vous donner un exercice de mémoire. Essayez de vous figurer cette expérience. Vous fermez les yeux, et à chaque seconde qui défile, c'est 1 an de votre vie qui s'écoule. Lorsque vous rouvrez les yeux, vous êtes beaucoup plus vieux que tout ce que vous auriez pu imaginer. Toute votre vie s'est écoulée. Vous êtes maintenant très très vieux. Et l'exercice, c'est que vous pensez à tout ce qui vous plaisait durant votre jeunesse. Vous avez tous ces souvenirs. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez d'une classe aisée, que vous soyez... Peu importe. Normalement, les gens regrettent tous leur partie de jeunesse perdue et les premières fleurs qui ont bourgeonné en eux. Donc vous êtes très très vieux, votre peau est ridée, vous pouvez la sentir qui crisse à chaque fois que vous fermez la main. Et maintenant vous repensez à ces souvenirs de jeunesse qui vous ont tant plu. Et on vous offre un cadeau. On va vous donner la chance de revenir à une époque où vous étiez jeune. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas jeune, puisque, souvenez-vous, vous êtes très très vieux. Et là vous revenez au moment présent, parce que vous êtes jeune. Tous autant que vous êtes, quel que soit votre âge, vous avez cette jeunesse en vous. Et tout ce qui importe, c'est de pouvoir comprendre cela. Donc, vous revenez au moment présent, en ayant fait l'expérience de la vieillesse extrême, et vous savez que vos proches qui sont partis sont encore présents. Vous savez que ce qui vous reste à faire, vous pouvez encore le faire aujourd'hui, parce que vous avez une certaine forme de jeunesse. Et ce sera tout pour cette conclusion, donc on peut s'arrêter là-dessus avec la notion de jeunesse. Et je vous remercie pour votre attention et d'être venus si nombreux. Merci. Simplement pour terminer les usages habituels, je remercie donc l'équipe de ZS Concept, Philippe et Sheila, d'avoir organisé cette séance aujourd'hui. Et je remercie Romain de m'avoir invité à aussi cette séance. Et j'espère que vous passerez une bonne soirée encore ce soir. Merci. Merci pour votre attention. Merci. On va remercier M. Moser, monsieur. Parfait le déplacement. Oh non.